OK, donc on va débuter. J'y vais dans le même genre de matière. Je me suis pris des notes ici là, pour la matière qui est importante. J'y vais de la même façon qu'on a vu la matière. Je commence donc par, lors de l'achat d'une maison, c'est quoi les choses les plus importantes à vérifier. Je vous remets dans le contexte. Par exemple, vous souvenez-vous des frais accessoires qu'il y avait lors de l'acquisition d'une maison? Est-ce qu'on est capable de s'en souvenir un petit peu? Okay, je vais les lister tout au complet ici, parce que je risque de vous en demander quelques-uns. Je vais juste aller voir celui-là que vous avez demandé. OK, je vais juste la mettre un petit peu plus gros. OK, on se souvient que les frais accessoires, c'est les frais qui vont être encourus lors de l'acquisition d'une maison. Et ces frais-là, souvent sont cachés parce qu'on ne le sait pas, c'est la première fois qu'on a fait une maison. Ou même si ce n'est pas la première fois, on ne s'en souvient tellement pas qu'on l'oublie tout simplement. Ces frais-là vont avoir comme impact direct de baisser notre capacité à faire notre mise de fonds ou inverse, à nous forcer à emprunter des montants supplémentaires. Donc, il y a la TPS, le TVQ, l'achat d'une maison neuve uniquement. Si la maison est usagée, vous n'avez pas de taxes à remettre. L'assurance habitation que vous devrez acquérir avant la signature du contrat hypothécaire pour protéger le créancier, évidemment. Les frais juridiques, c'est-à-dire les frais de notaire. Les droits de mutation qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, c'est une taxe qui est payée la première fois qu'on fait l'acquisition d'un immeuble dans une municipalité. Si par la suite on remodifie cet immeuble-là, on y rajoute par exemple un autre bâtiment, il n'y aura pas de taxe de bienvenue. Si par contre on achète un deuxième immeuble, on va avoir encore une taxe de bienvenue. Et ça se perpétue tout le temps. Les frais d'évaluation qui pourraient être exigés dans le cas où on n'est pas certain que la valeur de la résidence équivaut au montant que vous allez payer, ça se peut qu'on exige des frais d'évaluation. Les frais d'inspection, grandement conseillés, ça ne sera pas conseillé par normalement le vendeur, lui, s'en fout éperdument. Le créancier hypothécaire ne va pas vous l'exiger, mais je vous conseille fortement d'engager quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine pour faire une inspection en détail du système électrique, de plomberie, de la toiture, des fenêtres, du niveau d'isolation. Il y a beaucoup de choses, surtout si vous achetez en hiver. On ne voit pas très bien tout ce qui peut se passer en entour de la maison. Et en l'été, on peut avoir des surprises des fois. Donc, c'est toujours important d'engager des frais d'inspection. Dans le cas où on manque de liquidité pour donner notre 20 de mise de fonds, on peut faire affaire avec ce qu'on appelle la APCHQ, c'est-à-dire c'est une association fédérale qui est gérée par le gouvernement fédéral qui va vous permettre de mettre jusqu'à peut-être 5 ou 10 de mise de fonds au lieu de mettre le 20 Ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils vont vous exiger un pourcentage sur le prêt total que vous allez faire et ils vont garantir l'emprunteur, pas l'emprunteur, mais le prêteur pour un montant supplémentaire équivalent à la différence de mise de fonds que vous ne ferez pas. Donc, je prends un exemple. Vous devriez emprunter 200 000 pour représenter votre 80 et vous n'avez pas, par exemple, le 40 000 qui manque. La PCHQ va garantir le prêteur pour peut-être un 30 000 supplémentaire. À ce moment-là, vous avez des frais. Ces frais-là sont quand même assez élevés, donc il faut en tenir compte. Le certificat de localisation, qui est normalement exigé par les prêteurs pour s'assurer que votre maison est vraiment à l'endroit où elle est réputée être, puis que vous n'empiétez pas sur quelqu'un d'autre, sur le terrain de quelqu'un d'autre, ou pire, que quelqu'un d'autre n'empiète pas sur votre terrain, ce qui viendrait baisser drôlement la valeur de votre immeuble. Les ajustements de taxes foncières, c'est-à-dire que si le vendeur a payé toutes les taxes pour l'année et vous achetez au mois de juillet, vous y devez des montants. Donc, ces montants-là vont être payés en su ou en plus du montant qui a été convenu avec le vendeur. Les frais de raccordement, ça a l'air de rien. Ce n'est pas tout le temps des gros montants, l'électricité, le téléphone, le câble, il y a des frais de raccorder à ça. Les frais d'aménagement, dépendamment comment vous êtes loin, comment vous avez d'amis, puis comment ils aiment la pizza, ça peut coûter cher comme pas trop cher. Je vous rappelle juste que les frais de déménagement, s'ils respectent certaines conditions fiscales, vont être déductibles d'impôts. Est-ce que vous vous souvenez de ces conditions-là? Il faut se rapprocher d'au moins 40 km de notre nouveau lieu de travail. Ça, c'est une des conditions.
et ces frais-là vont être capables on va être capable de les déduire contre nos autres revenus gagnés après la date de déménagement à notre nouveau lieu de travail. Et évidemment, un des plus gros, les frais de rénovation. Les frais de rénovation, les tanks à yacht. On va sabler les planchers de bois franc. On va refaire la décoration. On va remettre des armoires neuves dans la cuisine. On va refaire une salle au sous-sol. Bien là, c'est vous autres qu'il faut qu'ils en tiennent compte. Et ça peut être important. Il peut même y avoir des rénovations majeures qui vont impliquer, je ne sais pas moi, différentes choses que vous allez rajouter à la maison. Un solarium, par exemple, ou vous allez décider de construire un garage à même la maison ou à côté. À ce moment-là, ça devient des sommes importantes qu'il faut planifier au début lorsqu'on achète la maison. Donc, c'est des frais accessoires. Là-dessus, je pourrais vous en demander 6, 7, 7, 8, je ne sais pas, de me les expliquer très, très sommairement, de la même façon dont je viens de le faire là. Ça va pour ça? OK. Maintenant, si je vous demande de me parler de l'offre d'achat. De l'offre d'achat d'une maison, qui est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur l'offre d'achat d'une maison? C'est quoi les informations que ça devrait au moins contenir? Vous souvenez-vous de ça? Premièrement, on va décrire comme il faut l'adresse de la résidence qu'on veut acquérir. Ça, c'est la première des choses. On va décrire également le vendeur puis l'acquéreur. Quand on décrit la résidence, on décrit son adresse civique. Okay? Puis on va décrire aussi tous les biens qui font partie de la transaction ou qu'on présume qui font partie de la transaction. Exemple, si les poêles à bois restent là, si, je ne sais pas, le système de chauffage d'appoint, qui peut être par exemple un thermopompe, la piscine avec ses équipements, la remise, les lustres, les rideaux. En cas de doute, le lave-vaisselle. En cas de doute, marquez tous les biens qui font partie de la transaction sur laquelle vous négociez. Okay? Après ça, il y a une autre chose importante qu'on va donner. On va donner le prix. On va marquer aussi la date de prise de possession. La date de prise de possession est très importante. Puis ne vous gênez pas pour mettre des pénalités dans le cas où il y a un retard dans la prise de possession. Exemple, 200 $ par jour si ça excède le 15 juin. C'est un exemple que je donne. Okay? Pourquoi? Parce que si vous ne le marquez pas, il ne faut pas vous oublier que le contrat notarié va être un exemple concret. En tout cas, le notaire va prendre exactement ce qui est marqué sur l'offre d'achat pour le répercuter sur le contrat final. Donc, c'est sûr que vous pourrez toujours renégocier d'autres affaires, mais à partir du moment où vous avez signé et que le vendeur a signé, vous ne pouvez plus toucher à grand-chose. Évidemment, le prix, on en parle, bien sûr, le prix. Et mettez une date d'expiration de l'offre d'achat. Donc, si on fait une offre d'achat pour 3 jours, 4 jours valide, 3 jours, on marque à telle date, elle ne sera plus valide. Pour ne pas vous ramasser avec 100 dates limites, puis vous êtes obligé d'attendre la réponse de quelqu'un d'autre. Donc, il y a 3 jours, 4 jours. Par la suite, il pourrait y avoir contre-offre, puis vous pourrez ajouter dans le bas. Okay. Ne vous gênez pas, à titre d'acquéreur potentiel, de mettre des conditions. Une condition qui devrait toujours apparaître à l'offre d'achat, c'est une offre d'achat conditionnelle à l'obtention de votre crédit pour acheter la maison. Sinon, vous avez un problème. Si vous ne mettez pas ça, puis que le vendeur accepte votre offre d'achat et que vous ne pouvez pas faire l'emprunt, vous venez de créer un préjudice important au vendeur parce que lui ne peut plus accepter d'autres offres parce qu'il a accepté la vôtre. Et si vous prenez 3 mois, essayez d'avoir du financement et vous ne l'avez pas, je peux vous garantir que le vendeur va revenir contre vous en vous disant, écoutez, moi tu m'as fait perdre une vente de tel montant, tel montant, tel montant, et là vous êtes évidemment dans le trouble. Deuxième chose, autre chose que je dois absolument vous mentionner, c'est que l'offre d'achat, vous n'en faites pas deux en même temps, parce que vous allez avoir un méchant problème. L'offre d'achat est un document légal, même s'il n'est pas fait devant un notaire, c'est un document légal. Une fois que l'offre est acceptée, c'est-à-dire que la signature du vendeur a été apposée avec la date et la signature de l'acquéreur, vous gardez chacun votre copie, à ce moment-là, la transaction est comme figée dans le temps, vous ne pouvez plus rien changer, ça a le force légale. D'accord pour ça? C'est important pour l'offre d'achat. C'est qui paye le notaire lors d'une transaction? Souvenez-vous? C'est l'acheteur ou le vendeur? Le vendeur il est content de vendre au bout.
c'est l'acheteur. Normalement, dans 95% des cas, c'est l'acquéreur. Pour une raison bien simple, le notaire, sa priorité, c'est de vous protéger. Okay? C'est de vous protéger. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit vous qui le payez. Okay? C'est quoi le rôle du notaire? C'est quoi son travail au notaire? Quelqu'un peut me répondre? Oui? S'assurer qu'il n'y ait plus de lien avec... OK, ça c'est la première chose. Il va s'assurer que lors de la transaction, tous les liens qui faisaient partie de cet immeuble-là vont être remboursés, vont être payés. Donc, on part avec plus aucun lien. S'il reste des liens, il va avertir le nouvel acquéreur. Exemple, les droits d'accès à la propriété de Hydro-Québec, par exemple, ou ces choses-là, les services publics, mais eux autres, ils ont le droit d'aller sur vos terrains. Si, par exemple, je ne sais pas, vous avez cédé le droit de passage à un voisin, il va vous avertir aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va être capable de l'enlever, mais vous allez le savoir. Ça, c'est une partie. Un autre type de choses qu'il va faire, on appelle ça la recherche de titres, ces choses-là. Un autre type de travail que le notaire va faire, évidemment, il va faire le contrat. Il va préparer le contrat d'achat et de vente en fonction de votre offre d'achat qui a été acceptée. Okay? Ça, c'est la deuxième catégorie de travail qu'il va faire. La troisième, il va préparer le contrat hypothécaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire un contrat avec le prêteur, exemple la Caisse populaire ou bien donc une banque quelconque, et vous, en fonction des conditions qui auront été négociées avec cette institution financière-là. Et aussi, c'est lui qui va payer tout le monde. C'est-à-dire, vous ne payez jamais au vendeur, vous payez au notaire. Le notaire va s'assurer lui-même d'avoir réglé tous les liens qu'il y avait. S'il y avait un lien avec, par exemple, la Banque nationale, il va aller payer la Banque nationale lui-même. Il va aller payer tout le monde et le solde va être remboursé au vendeur. Okay? Et c'est pas vous qui va arriver, vous va dire, moi, je te paye le vendeur directement. Non, non, non. Vous payez le notaire et le notaire a cette capacité juridique-là d'avoir ce qu'on appelle des comptes en fidéocommis ou en fiducie pour être capable de prendre cet argent-là et de payer tout le monde. De façon à ce que vous, lorsque vous devenez acquéreur de cet immeuble-là, vous ne devez plus rien à personne autre que le créancier. Tous les liens ont été payés. Est-ce que c'est clair pour ça? Le rôle du notaire est quand même très important là-dessus. Maintenant, autre point. C'est quoi un certificat de localisation? J'en ai parlé un petit peu tantôt, là. Mais ça consiste en quoi exactement? Ça définit les mesures exactes de ton terrain dans le cadre suite à un arpentage, normalement. C'est qui fait cet arpentage-là? Qui émet les certificats de localisation? Un arpenteur géomètre. Un arpenteur géomètre. C'est pas la ville qui fait ça, c'est pas le notaire qui fait ça. C'est un arpenteur géomètre qui émet un certificat à l'effet que l'immeuble est situé à tel endroit avec les coordonnées de X, Y, Z. Parfait pour ça. Maintenant, supposons que je me rends voir mon prêteur, puis lui il me dit, écoute, ça va te faire 960$ par mois de remboursement. Y a-t-il moyen de sauver de l'argent avec ça? On pourrait faire des paiements hebdomadaires accélérés. Okay? Ça consisterait en gros à quoi? Je fais 960 divisé par 4 et ça serait mon paiement à la semaine. En faisant ça, c'est certain que je me trouve à donner un petit peu plus parce que je vais donner 52 fois au lieu de 48 fois parce que si je divise par 4, il y a 12 mois, normalement, ça ferait 48 fois, mais là, je le donne 52 fois. Je paye plus, et en plus de ça, je paye plus rapidement. Ça peut avoir un impact important sur votre solde hypothécaire. Peut-être pas après les premières années, mais normalement, sur un prêt de 25 ans, après 19 ans et demi, vous allez avoir fini de payer votre hypothèque, de rembourser votre hypothèque, tout en donnant sensiblement les mêmes montants. Et souvent, ça se gère très, très bien à la semaine. Si on est payé à la semaine ou aux 2 semaines, on est capable de, au lieu de laisser cet argent-là dans notre compte pendant 3 semaines de temps avant de payer l'hypothèque, bien, aussitôt qu'on l'a gagné, on le dépose dans notre compte d'hypothèque, ce qui fait qu'on baisse le solde effectif. Donc, ça, c'est une chose importante. Il est possible que le prêteur vous dise, si tu veux payer à la semaine,
ça va te faire, au lieu de 960, ça va te faire un montant qui ne totalisera pas 960, puisque lui, il va l'actualiser, ce qui va faire que ça va vous prendre quand même 25 ans pour le faire. Donc, c'est très important de dire, le montant mensuel est de temps, je divise par 4 et je fais ces paiements-là à la semaine. C'est clair pour tout le monde, vous allez être capable de m'expliquer ça si je vous pose la question.